Vercueil, qui est ici à côté de moi, va intervenir sur la question de l'économie russe. Euh, il est déjà intervenu ici avec Jean-Pierre Paget, quand Jean-Pierre Paget était président du Cercle, et notamment ils avaient présenté les tableaux de bord de l'Europe centrale et orientale, qu'ils ont publiés ensemble pendant plusieurs années. Vous vous rappelez sans doute pour la plupart de Jean-Pierre Paget, qui a été notre président pendant une dizaine d'années et qui a été très actif depuis plus longtemps au Cercle Condorcet. Euh, L'un de ses intérêts principaux, c'était les pays de l'Est, et son intérêt le plus particulier, c'était la Russie. Et il a d'ailleurs publié un certain nombre d'articles, d'ouvrages sur la Russie. Il a travaillé, bien sûr, avec Julien Vercueil et il a aussi avec des personnalités russes. Il y avait une ancienne membre de notre cercle, Françoise Renversé, qui était très proche aussi des questions russes, travaillait sur cette question. Donc, d'une certaine façon, euh, on peut dire que la séance de ce soir est aussi un hommage à Jean-Pierre Paget, qui est disparu cet été. Et je pense que s'il pouvait être là, il serait très heureux qu'on reparle de nouveau de la Russie. Il a été toujours très attaché. Il avait une position non pas du tout ambiguë sur la Russie, à la fois un fort attachement et une capacité de critique sur ce qu'était la Russie et ce qu'elle était en train de devenir. Je me permets de faire quand même une toute petite introduction au sujet de ce soir, euh, parce que tous, vous le savez bien, la Russie et la question russe est complètement omniprésente depuis plusieurs années et plus que jamais. Et on pourrait dire que c'est un succès de Vladimir Poutine de réussir à ce que la question russe reste au plus haut constamment. Alors bien sûr, on sait pourquoi. Sa politique d'extension, l'invasion échouée pour le moment de l'Ukraine, ses velléités impérialistes exprimées depuis un certain nombre d'années, euh, trouvent des expressions remarquables, étonnantes. On peut être qu'étonné de ce qu'il arrive à faire, des grignotages de territoire, euh, d'influence sur un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, mais pas que, d'influence au Moyen-Orient, en Afrique, sous des formes diverses, mais disons que un certain modèle russe ou une certaine forme de puissance russe reste agréable à beaucoup de gens ou de pays dans le monde. Ce qui est étonnant aussi, c'est la politique d'alliance qu'il a réussi ces dernières années. Et certains s'en inquiètent, à tort ou à raison. On peut aussi imaginer qu'il réussit mieux là où nous pourrions réussir beaucoup mieux. Est-ce que la Russie serait de retour, comme certains en ont parlé? C'est d'autant plus étonnant qu'on est dans une période où même l'Amérique de Trump semble trouver des charmes à la Russie de Poutine, avec des projets commerciaux, mais aussi, et c'est ça qui est plus inquiétant, une certaine idéologie qui est, on pourrait dire, que le peuple est souverain, mais sous une autorité souveraine elle aussi, et fort peu démocratique. Une idéologie conservatrice qui n'est pas celle des pays libéraux, une conception autoritaire du pouvoir du peuple. C'est d'autant plus étonnant, et ça avait été exprimé il y a quelques années par Julien Vercueil, que si la Russie est le pays le plus vaste au monde, ce n'est pas la plus vaste économie du monde. Tu vas nous en parler, je pense, loin de là. Alors, est-ce que c'est une économie forte, une économie faible? Quelles sont ses ressources économiques? Quelles sont ses possibilités? Ce sont des questions qui nous sont difficiles et c'est d'autant plus difficile qu'on connaît mal, en général,
la question économique russe, c'est quelque chose qui reste obscur à l'esprit de beaucoup de gens, y compris de politiques à l'Ouest, et qu'il y a une sorte de mirage sur l'idée de la Russie. Voilà. Julien Vercueil, donc, est un spécialiste des pays de l'Est, mais particulièrement de la Russie. Il est professeur d'université, il est vice-président de l'INALCO, l'ancienne Langso, et je lui laisse la parole maintenant parce qu'il parlera beaucoup mieux de la Russie et surtout de son économie. À toi. Merci beaucoup Bernard, merci pour cette introduction, merci pour cette invitation, merci au Cercle Condorcet pour son invitation et merci à vous d'être là ou à distance pour échanger sur ce thème qui est un thème évidemment qui a été porté à l'attention du grand public depuis 3 ans du fait de la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui était déjà en filigrane depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, la déstabilisation du Donbass, parce que on voyait bien que derrière cette agression, cette première agression, il y avait euh, des forces économiques qui étaient à l'œuvre. Et aujourd'hui, qu'on voit, alors que l'on voit un changement assez profond dans les équilibres entre l'Occident, les puissances occidentales, et en particulier les grandes puissances des BRICS, la Russie joue son rôle dans ce changement d'équilibre, qui n'est pas un rôle économique, qui est un rôle militaire, qui est un rôle diplomatique, qui est un rôle d'influence, et Bernard en a parlé. Mais la question qu'on se pose, c'est compte tenu du niveau de destruction, du niveau euh, de, de, de difficulté de prédation qui est imposée à l'Ukraine, est-ce que l'économie de la Russie peut tenir longtemps en soutenant ce même effort qui lui a été d'une certaine manière imposé par la résistance incroyable du peuple ukrainien, par en partie le soutien que lui ont apporté les pays occidentaux très tôt, tout de suite, euh, de telle sorte que aujourd'hui on est dans une sorte d'interrogation sur les capacités des deux côtés à poursuivre cet effort qui jusqu'à présent s'est équilibré un peu comme en 1914-1918, c'était équilibré sur une ligne de front les forces euh, allemandes et françaises et leurs alliés respectifs. Donc c'est une question qui est grave, c'est une question qui est importante, qui est très difficile à saisir. Et je vais commencer par une longue introduction, un exposé que j'espère être pas trop aride et pas trop austère, sur des questions vraiment économiques. Euh, Évidemment, je n'éluderai pas d'autres questions si vous en avez, dans la mesure où, évidemment, elles nous questionnent tous, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de la science politique russe, donc de temps en temps, je ferai quelques incises, mais je n'ai pas de certitude à ce sujet. Est-ce que j'en ai au sujet de l'économie? Ben, vous le verrez. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes. Alors, d'abord, une explication des trois termes que j'ai souhaité mettre en exergue aujourd'hui, guerre, sanctions et transformation, essentiellement parce que dans le grand public, il y a très souvent, et c'est parfois instrumentalisé politiquement, une confusion entre guerre et sanctions. C'est-à-dire que soit on indique que ce qui se passe est absolument lié et uniquement lié aux sanctions, c'est souvent les observateurs occidentaux qui le disent, soit du côté russe, on indique que les sanctions n'ont eu absolument aucun effet. Mais en faisant cela, on occulte le fait économiquement fondamental qui est le fait de la guerre, qui change beaucoup de choses et qui est le fait premier. Donc, la guerre est un, une situation qui a des incidences économiques absolument euh, indépassables, enfin tout à fait incontournables.
et qui sont parfois occultées dans la discussion sur les sanctions. Et le deuxième élément, c'est transformation. J'aurai sans doute moins de temps d'en parler, mais je pense aborder aussi ce thème parce que depuis le début de la guerre, notamment en Russie et notamment dans les cercles du pouvoir russe, on indique que la guerre a permis à accélérer, à favoriser des transformations bénéfiques pour l'économie de la Russie. Donc cette question des transformations structurelles, comment une économie se restructure, est une question extrêmement intéressante parce que il convient d'essayer de comprendre si le virage qui a été indubitablement pris par la Russie à partir du moment où la guerre a été déclenchée, qui est un virage en grande partie économique, mais bien sûr avec des dimensions idéologiques et politiques et répressives tout à fait importantes, eh bien, est-ce que ce virage, il est structurel au sens où il transforme les structures mêmes de l'économie de la Russie, et si oui, dans quel sens? Voilà, ça fait partie des interrogations que j'ai en tout cas. Alors, ça c'était l'introduction d'introduction. Alors maintenant, l'introduction, ce serait que croire. Euh, on a d'abord un certain nombre de faits tout à fait évidents qui sont le fait que beaucoup de prédictions, beaucoup de prévisions, qu'elles soient euh, très pessimistes sur l'économie de la Russie ou pour le côté russe, plutôt des prévisions un peu triomphalistes, ne se sont pas du tout réalisées. Et si on regarde un peu notre côté, euh, on a prédit un effondrement assez rapide de l'économie de la Russie et il ne s'est pas du tout produit. Bon, donc là, on a déjà une première interrogation. Comment se fait-il que voilà, ce type de situation se produise? On prévoit quelque chose de vraiment radical à l'image de cette invasion radicale de l'Ukraine, et puis ça ne se produit pas. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est que l'irruption de la guerre, c'est aussi l'irruption d'un nouvel ordre informationnel sur l'économie russe. C'est-à-dire que une information économique devient une information militaire, devient une information qui a une dimension de défense. Et ceci est d'autant plus vrai que le mode de réaction des économies et des chancelleries occidentales a été un mode de réaction lié aux sanctions économiques. Donc, lorsqu'une information sort de Russie, eh bien, elle a été filtrée, elle a été passée au tamis de cette interrogation. Est-ce que ça ne va pas nous nuire du point de vue de la manière dont les Occidentaux vont l'utiliser? Et donc, pour les chercheurs comme moi, ça veut dire que je suis de moins en moins spécialiste de la Russie. En fait, c'est ça que ça veut dire, objectivement. Avec le temps qui passe, j'ai moins accès à mes collègues russes, j'ai accès très sporadiquement à eux. Et le reste, c'est des sources ouvertes que n'importe qui, à part moi, peut suivre. J'ai toujours fait comme ça, mais aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de contrôler véritablement ces sujets-là. Ensuite, on a aussi toujours sur ces questions de que croire, comment formuler un jugement, une appréciation. On a aussi un point qui est tout à fait fondamental, c'est qu'avec la guerre, en Russie, la répression s'est très très fortement intensifiée. C'est-à-dire que, tu parlais d'un régime autoritaire, non, c'est un régime qui a des tendances totalitaires, où la délation de son voisin, de son parent, a été pratiquée, de son professeur, de son élève, a été pratiquée et continue de l'être. Ou un universitaire qui part à l'étranger, soit il va en disant je suis en vacances, à ce moment-là ça veut dire qu'il il a envie d'avoir un contact un peu informel avec des anciens collègues occidentaux, soit il va en service commandé. Parce que sinon, il ne peut pas y aller. Sinon, son responsable hiérarchique va lui interdire. Donc, où toute parole est davantage contrôlée qu'auparavant. Et de manière assez aléatoire. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir une information qui filtre, on se demande pourquoi elle a filtré alors qu'elle est importante. Et d'autres fois, des choses un peu plus vénielles,
ne vont pas passer, vont être stoppés. Donc on a cet arbitraire du totalitarisme qui se déploie aujourd'hui et qui touche évidemment les questions de diffusion et d'échange d'analyse économique et d'information économique. Ceci alors que l'économie a toujours été un domaine beaucoup plus libéralisé, beaucoup plus ouvert à la discussion et à la critique en Russie que le domaine de la politique intérieure, évidemment, ou de la sécurité. Ça reste le cas, mais évidemment à une échelle beaucoup plus faible qu'auparavant. Donc ça modifie les comportements des gens, ça modifie leur opinion, y compris lorsqu'ils répondent à des sondages. Donc lorsque je vous citerai des réponses à des sondages, il faudra avoir ça en tête. C'est que le simple fait de répondre à un sondage, ça veut dire que je me mets dans la situation où je sais que ce que je vais dire peut être utilisé contre moi. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux que, enfin en général, je ne réponds pas, mais vous voyez le biais énorme que cela crée sur les enquêtes d'opinion. Euh, Autre point que je voulais donner en introduction, c'est ce qu'on appelle l'effet Gerschenkron, qui est un effet qui est documenté depuis assez longtemps par Alexandre Gerschenkron en Union soviétique et qu'on a retrouvé à l'œuvre à partir, par exemple, enfin moi je l'avais repéré sur le Covid, la période du Covid, mais qui est fort aujourd'hui aussi, c'est le fait qu'on n'a pas besoin dans ce genre de situation d'être nécessairement sous un regard permanent proche de la répression pour contrôler l'information qu'on va transmettre à son supérieur hiérarchique. En fait, on va devancer les désirs de son supérieur hiérarchique lorsqu'on va faire remonter une information, par exemple une donnée économique ou une donnée sensible. Et on va éviter de lui apporter une nouvelle qui pourrait lui faire du tort à lui et donc à nous, etc. Et cet effet Gerschenkron a été tout à fait manifeste pendant la période du Covid, où là, le pouvoir s'était crispé sur un certain nombre de sujets qui étaient sa capacité à protéger sa population, comme tous les pouvoirs se sont crispés à ce moment-là, hein, face à un virus incontrôlable. Et j'avais repéré des distorsions de chiffres entre ce à quoi on pouvait s'attendre en termes de mortalité sur une tranche d'âge de la population, et puis ceux qui étaient officiellement donnés en Russie. Et j'en avais déduit, c'était en mai 2020, qu'il y avait une sous-estimation d'un facteur 3 à un facteur 5 du nombre de morts en Russie. Donc 1 pour 3 à 1 pour 5, c'était une très très grosse sous-estimation. Et en fait, 6 mois après, les statistiques de mortalité générale ont été diffusées. Et ces statistiques de mortalité générale montraient une telle augmentation de la mortalité générale qu'elle ne pouvait pas s'expliquer autrement que par une surmortalité liée au Covid. Et si on retirait cette surmortalité liée au Covid et qu'on calculait le nombre de morts liés au Covid, ben on arrivait à un chiffre qui était effectivement 3 fois plus élevé que le chiffre officiel qui n'a jamais été démenti de l'administration de la santé. Donc Rostat, l'Institut statistique, a contredit l'administration de la santé, du ministère de la Santé russe par ces statistiques. Et ça, c'est pas forcément parce qu'il y avait une injonction explicite, mais c'est parce que on ne voulait pas faire remonter les chiffres, on les modifiait de façon à ce qu'ils passent. Et un exemple en économie aujourd'hui, un exemple, je vais le traiter de manière complète, c'est celui du taux d'inflation, sur lequel on a eu beaucoup d'interrogations depuis le début, parce que le taux d'inflation a plusieurs points de conséquences qui sont sensibles. Le premier, c'est effectivement que il touche en particulier les personnes les plus modestes. Donc, le fait d'afficher un taux d'inflation élevé, eh bien, ça indique que l'on n'a pas réussi à maîtriser un facteur de différenciation des revenus et d'accroissement des inégalités qui est tout à fait critique. Et le deuxième, c'est que du point de vue statistique et du point de vue de la comptabilité nationale, avec un déflateur du PIB qui est plus élevé, vous avez une croissance du produit intérieur brut qui est moins élevée, une croissance réelle. Et là, il y a beaucoup d'interrogations qui
qui se sont développés autour de ça, et des instituts, des organismes russes ont publié jusqu'à 2023, je crois, des indices alternatifs, puis ensuite ils ont cessé de les publier, qui étaient largement supérieurs à l'indicateur d'Eurostat. Et quand on regarde la manière dont les ménages répondent aux enquêtes de la Banque centrale sur leur perception de l'inflation, on voit que, leur perception de l'inflation est très très supérieure, enfin largement supérieure à ce que indique le, le taux officiel d'inflation, ce qui est pas complètement aberrant d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup d'autres pays, et deux, que leur confiance dans la capacité des autorités à réduire ce taux d'inflation à l'avenir est très 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 faible. Donc voilà, il y a ces distorsions qui font que tout ce que je viens de vous dire, ça crée en fait une sorte de brouillard. C'est le titre d'ailleurs d'un rapport d'un institut de Stockholm sur l'économie de la transition, l'économie russe dans le brouillard des données. On est face à ce brouillard et c'est très très difficile et j'ai eu du mal à essayer de synthétiser ce que je pouvais vous présenter dans ce brouillard informationnel. Alors, dans ce brouillard informationnel, il y a quand même quelques éléments un peu généraux qu'on peut tirer sur les effets a priori de ce qui s'est passé en Russie depuis février 2022. D'abord, si on réfléchit aux effets directs de la guerre a priori a un effet direct et immédiat de très très court terme qui est un effet de gel, un effet de suspension, un effet de sidération, y compris en Russie même, sur toute une série d'activités économiques et de décisions économiques qui sont prises par les acteurs. Et c'est par exemple le fait que un projet d'investissement va être interrompu, un projet de financement va être interrompu, un projet d'exportation va être interrompu, un projet d'importation va être interrompu parce que le contexte change de manière tellement radicale qu'on doit s'arrêter et réfléchir et reporter telle ou telle décision. Donc à court terme, c'est nécessairement négatif. Donc, on voit que nécessairement, on a un effet de freinage immédiat de la guerre. Mais dans le court moyen terme, c'est-à-dire au-delà de quelques semaines, quelques mois, les effets d'une guerre qui ne se déroule pas sur le territoire d'un pays, qui est le cas pour la Russie, se doublent d'effets potentiels qui vont dans l'autre sens. Par exemple, des effets de mobilisation coercitive ou incitative par plusieurs types de moyens, et des effets aussi de stimulation par la dépense, et notamment la dépense militaire. Donc on va voir ces choses à l'œuvre. Et donc ce deuxième élément va évidemment venir percuter et contredire le premier. Vous avez des gens qui vont quitter le pays, qui vont partir avec leur entreprise, par exemple. Et donc ça va avoir un effet négatif sur l'activité économique dans son ensemble. Donc il faut essayer de voir si ça a vraiment eu lieu, à quelle échelle ça s'est passé. Bien sûr que ça a eu lieu, mais à quelle échelle? Et puis les autres effets qui sont des effets de stimulation d'une économie qu'on va appeler économie en guerre, pas économie de guerre, qui, eux, vont dans l'autre sens, c'est-à-dire ont plutôt une tendance à accélérer l'activité économique, à la déployer différemment. Et à long terme, on a un troisième effet qui est un effet de distorsion. C'est-à-dire que vous avez toute une série d'activités qui prennent une importance dans l'activité économique globale qui est tout à fait disproportionnée par rapport à ce qu'une économie qui n'est pas en guerre peut présenter. Et ces effets de distorsion, évidemment, ont des conséquences sur la capacité de l'économie à poursuivre sur sa trajectoire ou pas, parce qu'elle crée des déséquilibres, etc. Et en fait, c'est cette histoire-là que je vais essayer de vous détailler, parce que on se rend compte qu'on a ces trois effets-là qui se sont combinés dans le cas de la Russie. Les sanctions aussi ont des effets ambivalents. Donc maintenant, si je sors du cadre guerre et que je rentre dans le cadre sanctions,
Les sanctions aussi ont des effets ambulateurs. Prenez les sanctions financières, sur lesquelles je reviendrai. Les sanctions financières ont eu pour effet, par plusieurs canaux différents, de couper une grande partie des banques russes des circuits internationaux de validation, de sécurisation et de circulation en fait des financements internationaux. Ben, ça a un premier effet qui est potentiel, qui est un effet d'anticipation, voire même de panique sur les acteurs économiques qui peuvent se dépêcher de trouver endroits plus sûrs que la Russie pour abriter leurs capitaux. Ce qui a été le cas, ce qu'on a repéré. On a repéré à partir du début de 2022 euh, des niveaux de fuite de capitaux absolument inédits, y compris dans l'histoire récente de la Russie, c'est-à-dire y compris depuis 1998. Mais en même temps, en coupant ces banques commerciales de leur contrepartie occidentale, eh bien, les sanctions ont empêché toute une série d'acteurs de procéder, après les sanctions, à cette mise à l'abri de leurs économies. Et donc, on maintenu à l'intérieur de la Russie toute une série de capitaux qui se sont recyclés à l'intérieur de la Russie. Et donc, vous voyez que vous avez ces deux effets qui se sont percutés et qui vont tout à fait dans le sens opposé l'un à l'autre. À tel point qu'aujourd'hui, certains analystes disent, mais en fait, si on levait les sanctions sur SWIFT, est-ce qu'on n'accélérerait pas la fuite des capitaux hors de Russie? Donc, cet exemple-là montre que les sanctions elles-mêmes ont toujours des effets complexes. Il n'y a jamais d'effet net, immédiat et unilatéral d'une mesure qui a été prise à l'encontre de la Russie sur l'économie. Alors, toujours pour terminer mon introduction, au total, euh, les effets économiques de la guerre et des sanctions sur la Russie ne peuvent pas être véritablement mesurés aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire quelle était la trajectoire prévue de la Russie en 2021, début 2022, sur les années qui venaient, et quelle est la trajectoire qu'on a observée. Voilà. Sachant que le résultat et la différence entre les deux tiennent des erreurs de prévision qu'on fait en 2021 par rapport à 2023, mais aussi, dans une certaine mesure, aux effets de ce qui s'est passé entre 2022 et 2025. Et là, en fait, on se rend compte que on avait une trajectoire de croissance en 2022 qui était assez élevée. On avait une trajectoire de croissance qui était même au-dessus de ce qu'on appelle la croissance potentielle de la Russie. On avait 3,5%, 4% de prévu. Et puis ensuite, un plateau et une redescente vers son niveau de croissance potentielle, c'est-à-dire vers 2, 2,5 au bout de 3 ans. Or, ce qu'on a connu, c'est une chute du PIB la première année et un rebond ensuite en 2023 et 2024, et cette année 2025, une stagnation. Mais au total, on peut dire, sur la base de cette comparaison un peu grossière, qu'on a en gros 2 ans de croissance de perdu, mais pas plus. Et, et donc un écart de environ 6,5 à 7% du produit intérieur brut entre la trajectoire sans la guerre et la trajectoire avec la guerre. Mais la trajectoire sans la guerre, c'était la trajectoire prévue, encore une fois, avec toutes les incertitudes qu'on a sur ce type de prévision. Alors, peut-être pour rappeler la manière dont la structure de l'économie s'organise pour la Russie, je vais vous présenter un petit schéma. Le modèle économique structurel russe, ce qui, disons, présente la manière dont la Russie réagit aux, aux, évolutions longues de son environnement, peut être présenté de la manière suivante. Vous avez comme métronome de l'économie de la Russie ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai appelé sa rente, qui relève
de sa capacité à extraire de ses clients, de ses matières premières, des profits qui dépassent le niveau moyen des profits. Et donc, elle dispose d'actifs qui sont ces gisements, qui sont extrêmement considérables. Et ces actifs dégagent des revenus qui sont fixés par les prix internationaux du pétrole, et ces prix, et du pétrole et des autres matières premières, mais les prix internationaux du pétrole sont les plus importants, et ces prix internationaux du pétrole permettent d'alimenter l'économie de la Russie de manière extrêmement régulière, à des niveaux qui sont tout à fait significatifs en proportion de sa valeur ajoutée d'ensemble. Donc, à la base, lorsque cet afflux de revenus se développe, eh bien, vous avez un effet d'accélération de l'économie de la Russie. Et lorsqu'au contraire, il se contracte, s'il se contracte suffisamment, vous avez un effet de freinage, voire même parfois des effets de crise économique liés à cet assèchement de cette rente. Bien sûr, il sort des capitaux également, mais ces capitaux peuvent être ensuite réimpatriés, réinvestis. Et dans son ensemble, cette rente joue un rôle de régulateur de l'économie de la Russie. Elle le fait dans une économie dont la structure productive et financière, là je parle avant 2022, hein, la structure productive et la structure financière étaient polarisées, c'est-à-dire certains secteurs comptaient plus que d'autres, les secteurs des matières premières, le secteur financier en particulier, est très concentré, c'est-à-dire que les acteurs à l'intérieur de ce secteur sont peu nombreux et représentent une grande part de la production du secteur. Avec cela, on a une structure des institutions mises en place à partir des années 2000 et une gestion de ces institutions par le pouvoir central qui est très vertical, c'est-à-dire dans lequel, de Moscou, on est en mesure de décider de ce qui va se passer dans les régions et également dans les grandes entreprises qui, justement, sont les principaux acteurs économiques de ces grands secteurs polarisés et centraux dans l'économie de la Russie. L'État lui-même joue un rôle important. Il n'est pas un monopoleur général. On est dans une économie capitaliste, assez largement capitaliste, mais il a sélectionné des secteurs dans lesquels il souhaite intervenir davantage, sur lesquels il a la main, pas forcément de manière exclusive. Par exemple, pour le pétrole, il n'a pas la majorité de la production de pétrole sous sa coupe, mais il en a une partie tout à fait importante. Par contre, pour le gaz, évidemment, c'est plus concentré. Il est protecteur au sens où il peut protéger certaines entreprises de la concurrence internationale. Et il est paternaliste au sens où sa politique vis-à-vis de la société est une politique qui, soit directement, soit médiatisée par les grands acteurs économiques dont j'ai parlé, eh bien, sert à maintenir un niveau d'adhésion sociale par une série de subventions, par exemple au prix de l'énergie ou au prix des services municipaux pour la population. Et avec ces trois grands éléments, on a un mode de régulation que j'avais appelé à l'époque gazpromien, dans lequel la régulation se fait politique se fait par la mise en concurrence, la promotion et la disgrâce des élites régionales et sectorielles par le centre. Hein, c'est-à-dire qu'on fait une rotation des élites pour pouvoir maintenir le pouvoir central du Kremlin en place. On peut le faire aussi à l'échelle régionale, puisqu'on a la verticale du pouvoir, et on peut le faire aussi à l'échelle économique, dans les entreprises, dont on peut assurer le contrôle. Par exemple, si une décision déplaît au pouvoir, une décision de licenciement massif, on peut la corriger. L'État monopoliste sélectif, protecteur et paternaliste accumule ou mobilise des réserves en devises, pratique le protectionnisme sélectif et donc se sert de cette structure productive et financière polarisée et concentrée
pour réguler les éventuels chocs qu'il peut subir. Et enfin, on a des programmes sociaux et des grands acteurs industriels et infrastructurels qui peuvent être mobilisés pour ce qu'on appelle le pilotage manuel, pour assurer la stabilité, soit d'une région, soit son équipement. C'est le cas notamment de la gazéification du territoire russe, ou face à un événement de prestige comme des Jeux Olympiques ou des grands événements internationaux du type forum de l'Association du Pacifique à Vladivostok, on met en place des grandes infrastructures directement par décision centrale. Voilà comment se régulait jusqu'en 2020 l'économie de la Russie. La trajectoire de l'économie de la Russie, à partir de 2022, dans ce contexte-là, a connu 3 phases d'importance tout à fait différentes. La première phase ne dure pas très longtemps. Elle dure de février à mai. Et c'est une phase où le système financier est mis à mal par à la fois la guerre en elle-même, dont j'ai décrit un certain nombre d'effets, et les sanctions qui ont privé la Banque centrale de Russie des moyens de diminuer l'impact possible de ce stress sur le rouble, sur le système financier. Puisque un des points qui a été assez vite décidé, ça a été de geler les avoirs de la Banque centrale de Russie qui étaient détenus dans des comptes de banques et d'institutions financières occidentales. À ce moment-là, on a beaucoup glosé, on s'est un peu moqué de certains responsables politiques qui avaient dit que l'économie de la Russie risquait de s'effondrer à ce moment-là. Je pense que c'est en fait une période qui a été une période très critique pour le système financier, parce que si le système financier s'était effondré, la conduite de la guerre aurait été rendue beaucoup plus compliquée, parce que les questions financières ont souvent été des questions qui ont entraîné des déflagrations industrielles ensuite par manque de financement pour ces industries. On le voit par exemple en 2008-2009, c'est par une crise financière que la crise industrielle qui a suivi, mais qui n'a pas duré très longtemps, a été déclenchée. Donc, pourquoi est-ce que cette crise aiguë du système financier ne s'est pas transformée en une crise majeure? Parce que très rapidement, vous avez eu une série de mesures prises par les autorités russes qui ont permis, d'isoler le moment. Par exemple, on a fermé les marchés financiers, on a interdit aux agents privés de transférer leurs roubles et de les convertir en devises étrangères. Donc on a mis en place une série de contrôles d'échange et de mesures extrêmement dures et drastiques qui ont en fait, d'une certaine manière, stopper la contagion. Et derrière ce premier train de mesures, vous avez eu des effets extérieurs qui n'étaient pas des effets liés à la politique russe, mais qui étaient des effets liés à la guerre elle-même, qui ont joué un rôle également dans le rétablissement du système financier russe. C'est en particulier la très très forte augmentation des prix internationaux des hydrocarbures qui a immédiatement suivi, qui avait commencé avant, mais qui a immédiatement suivi le déclenchement de la guerre. Et cela, ça a évidemment eu pour effet d'accroître de manière immédiate et mécanique la rente dont je parlais tout à l'heure. Donc cet afflux inespéré de devises est un afflux qui, sur 2022, a atteint des niveaux inégalés. Autrement dit, cet amortisseur de crise dont je parlais au début, en 2022, a joué à plein, et ceci dès mars 2022. Donc rétablissement monétaire et financier et début de réorientation, puisque l'économie russe a commencé à se transformer, du moins géographiquement,
à partir de ce moment-là, puisque par exemple, contrairement à ce qu'on a dit, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont sanctionné les exportations de gaz russe vers l'Union européenne, ils en étaient bien incapables puisqu'on était dépendants du gaz russe, c'est Vladimir Poutine qui lui-même avait commencé à réduire les livraisons via Gazprom de gaz dès le mois de juin-juillet 2021 et qui a continué à les réduire bien après, euh, étant entendu que l'idée c'était de réduire les réserves de gaz de l'Europe face à la possibilité de couper des approvisionnements. Et depuis cette période-là, eh bien, on a une troisième phase qui est le maintien de l'économie en conditions opérationnelles, dans lequel on est aujourd'hui. C'est les conditions opérationnelles au sens où l'économie continue de délivrer. Elle maintient les niveaux de vie de manière générale de la population. Elle a un niveau de production qui se maintient également, qui s'est modifié dans sa composition, mais qui se maintient également. Et au prix d'un certain nombre de distorsions et de surcoûts dont je vais parler maintenant. Alors, peut-être un point rapide, parce que bon, je ne vais pas reprendre les. J'avais prévu de faire un point sur les différents paquets de sanctions occidentales. Simplement, si on les résume, pour clarifier les choses, si on les résume, les sanctions ont consisté, en un ensemble de sanctions financières. L'idée étant, encore une fois, d'isoler le système financier russe du système financier euh, mondial, au sens où il est très largement dominé par les flux de capitaux occidentaux, et donc de renchérir le coût du refinancement des entreprises russes. La deuxième dimension des sanctions, c'est restreindre ou stopper les exportations de produits occidentaux qui pourraient servir à alimenter l'effort de guerre russe, donc que ce soit des exportations de technologie ou des exportations de biens, mais également des exportations de services qui jouent un rôle important dans la modernisation de l'économie, d'une économie qui les reçoit. Et puis le troisième élément, c'est les importations de matières premières, une question qui est très délicate pour les Occidentaux, puisqu'ils sont dépendants structurellement des importations de matières premières. Et donc là, il a été beaucoup plus lent à se mettre en place, en particulier pour le pétrole, puisqu'il a fallu attendre un an avant que les premières sanctions sur les importations de pétrole soient mises en place en Europe. En plus de cela, hors sanctions, vous avez des décisions qui ne sont pas des sanctions, mais qui sont des décisions qui sont lourdes de conséquences pour les entreprises en question, d'entreprises occidentales, de quitter la Russie ou de ne plus avoir de relations avec la Russie. Elles sont lourdes de conséquences parce que beaucoup de ces entreprises avaient fortement investi en Russie. L'Europe était de très très loin le plus gros investisseur en Russie et les pertes estimées en capital, puisque ces entreprises qui ont quitté la Russie l'ont fait dans des conditions tout à fait déplorables en termes de négociation et de capacité à peser sur les décisions politiques. C'est plus d'une centaine de milliards d'euros qui a été perdu par les entreprises occidentales qui ont perdu leurs actifs ou les ont vendus à un prix extrêmement limité. Alors, quelles ont été, c'est peut-être ça qu'il faut regarder d'un peu plus près, quelles ont été les réactions des entités et de l'économie russe à ces sanctions? Alors, première chose, prenons les. Donc, j'ai parlé des sanctions financières, je ne reviendrai pas trop dessus, mais les sanctions sur les importations. Sur les importations de la Russie, donc, ce que font les exportations que les entreprises occidentales avaient l'habitude d'expédier vers la Russie. Ce qui était intéressant, c'était de voir la manière dont les enquêtes auprès des entreprises russes décrivaient de leur comportement. Et les entreprises russes à qui on posait cette question en 2023-2024 certaines disaient, certaines proportions disaient, je n'ai pas réussi à trouver d'équivalent aux produits sanctionnés. Je n'ai pas trouvé pour l'instant
de solution au problème de la non-disponibilité du produit occidental. Deuxième possibilité de réponse, l'entreprise disait j'ai trouvé un équivalent, mais un équivalent russe. J'ai réussi à me sourcer auprès d'une entreprise russe. La troisième catégorie de réponse, c'était j'ai trouvé un autre fournisseur d'un pays qui ne nous sanctionne pas. Et évidemment, dans beaucoup de cas, il s'agissait de la Chine, qui a très rapidement trouvé de nouvelles parts de marché là où les les produits occidentaux étaient sanctionnés. Et puis la quatrième réponse, c'était de dire, en fait, je continue à importer des produits occidentaux, mais par des canaux parallèles. Sachant que ce type d'approvisionnement a été officiellement légalisé par une loi assez rapide, assez rapidement votée en Russie. Alors, peut-être un point sur lequel il est intéressant de s'arrêter, c'est les équipements. Donc, vous voyez que les entreprises russes qui déclarent dépendre de manière critique sur des ressources importées à la fin de 2023, elles sont en rose sur ce graphique, le graphique du haut. Et vous voyez que si l'on regarde matières premières, technologie et composants, machines et le total, on voit que pour le total, on avait en gros une vingtaine de pourcents d'entreprises qui considéraient qu'elles dépendaient de manière critique, pendant qu'une grosse cinquantaine de pourcents considéraient que c'était une dépendance moyenne, et puis encore une vingtaine de pourcents, un peu plus, considéraient que leur dépendance était relativement faible. À l'intérieur de cette moyenne, c'est pour les machines et les équipements que la dépendance critique ou la dépendance moyenne était la plus importante. Donc c'est là où l'enjeu s'est le plus concentré pour les entreprises en question, d'essayer de répondre à la moindre disponibilité ou l'absence de disponibilité de produits venant de pays occidentaux. Et en fait, quand vous regardez la manière dont la Russie a importé, a modifié sa structure d'importation de produits en provenance de l'étranger. Vous voyez qu'en vert ici, c'est les produits émanant de pays qui ont participé aux sanctions, et ensuite, en gris, les produits émanant de pays qui n'ont pas participé aux sanctions. Et vous voyez bien cet effet de sidération qu'on voit au début de la guerre, et puis ensuite un effet de rebond et de substitution et d'adaptation des entreprises qui ont recours de manière assez rapide à des importations de substitution, où l'on voit que cette importation de substitution parvient pratiquement au niveau cumulé initial que l'on avait dans les années 2020 ou 2021. Donc là, on voit tout de suite que sur les importations, c'est finalement la capacité des entreprises russes à s'orienter vers des fournisseurs émanant de pays autres que l'Union européenne, qui a permis à ces entreprises de poursuivre leur activité et donc de maintenir le niveau de production qu'on avait auparavant. Alors, peut-être un point avant de passer aux exportations, peut-être un point, c'est que ça ne se fait pas sans prix, sans coût, ça. C'est quand même cette réorientation-là, elle a quand même des conséquences sur les entreprises. D'abord, beaucoup d'analystes se posent des questions sur les problèmes de qualité et d'adaptation. Donc, il y a faire venir de nouveaux produits ou de nouveaux équipements en provenance de nouveaux fournisseurs. Il y a ensuite être en capacité d'obtenir le même résultat que ce que l'on avait avec les produits ou les machines précédentes. Donc, ça, évidemment, il n'y a pas
d'informations générales sur ce sujet, mais voilà, ces coûts d'adaptation, on sait qu'ils existent. Le deuxième élément, c'est que finalement, les enquêtes auprès des entreprises faites soit par la Banque centrale de Russie, soit par la Vyshaya Shkola Ekonomiki, qui est une des universités qui fait régulièrement des enquêtes sur le tissu productif russe, c'est que la deuxième réponse que j'avais citée au début, c'est-à-dire la réponse on a sourcé auprès de fournisseurs russes, est une réponse qui en fait concerne une infime minorité d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a eu très très peu de substitution aux importations, c'est le terme réel. En fait, on a substitué des importations aux importations, mais il n'y a pas eu de production pour les produits qui sont étudiés et produits manufacturés. Il n'y a pas eu de montée de la production autochtone réelle. Ce sont surtout d'autres fournisseurs étrangers qui ont été sollicités. Et le dernier point que je voulais indiquer, c'est que les données statistiques qui sont traitées par le CEPI montrent que la valeur unitaire des produits ciblés par les sanctions, qui ont été exportés vers la Russie, est en fait 17 à 24% plus élevée que la valeur unitaire de ces produits ailleurs. Ce qui veut dire qu'il y a un effet aussi d'aubaine pour ces nouveaux fournisseurs qui profitent de leur pouvoir de négociation pour obtenir des marges supplémentaires. Donc le coût d'adaptation reste un coût significatif, vous voyez, entre 17 et 25% pour ces entreprises qui donc subissent les conséquences de ces sanctions sous cette forme-là, même quand elles arrivent à trouver des substituts. Alors, pour ce qui est des exportations maintenant, on va voir que l'histoire est assez similaire. Voilà. C'est-à-dire que on a retrouvé là aussi la capacité des entreprises russes à se tourner vers d'autres partenaires que les partenaires occidentaux qui ont mis en place donc des restrictions aux principales exportations de Russie. Et ici, ce que vous voyez, c'est l'évolution des exportations de la Russie. Et vous voyez une érosion du montant des exportations de la Russie dans son ensemble. 70% des exportations relèvent d'une seule catégorie qui est de produits, qui est les huiles d'hydrocarbures, produits bruts ou produits transformés. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que évidemment, ici, vous avez la part de l'Union européenne qui se met à chuter fortement au moment où les sanctions sont prononcées, mais en contrepartie, la Chine, qui est ici, prend une place plus importante et compense, dans une certaine mesure, l'étiolement de la part des Européens. Alors, on peut faire une analyse plus fine. J'avais fait une analyse plus fine, mais je ne vais pas la présenter, ça prendrait trop de temps. La Turquie joue un rôle de redistribution et de hub pour une partie des produits pétroliers et du pétrole russe. Mais c'est surtout l'Inde qui a fait irruption comme client sur ce marché-là. Avec des importations qui ont été multipliées par 12 entre avant la guerre et le régime de croisière des années 2023-2024. Alors, je ne vais pas détailler, mais vous avez des sources journalistiques qui montrent qu'on a également des solutions de contournement pour d'autres produits que pour des produits pétroliers, comme ici par exemple le blé issu du territoire ukrainien occupé, dont on peut suivre à la trace les livraisons par des bateaux qui coupent leur transpondeur au moment où ils s'approchent des lieux interdits, des lieux sous sanction, et qui ensuite les rallument lorsqu'ils peuvent être suivis.
Euh, alors, le point suivant, c'est... oui, alors, un dernier point, c'est que euh, ce que j'ai dit sur les exportations russes vers le reste du monde reflète aussi en termes de coûts pour la Russie ce que j'ai dit pour les importations de la Russie en provenance du reste du monde. C'est-à-dire que le fait d'avoir réorienté vers de nouveaux partenaires dans des circonstances de sanctions ces exportations, ça a un coût aussi pour la Russie. Ça a des coûts directs qui sont liés au fait qu'il y a pas mal de goulets d'étranglement logistiques qui limitent la capacité de réorientation physique des flux. C'est évidemment le cas pour le gaz, mais encore une fois, le gaz n'était pas sous sanction par gazoduc initialement. Mais c'est vrai aussi pour le pétrole, qui peut buter sur certains goulets d'étranglement, par exemple dans la Baltique, vous en avez pour le passage des pétroliers. Et le deuxième point, c'est que là encore, on a un pouvoir de négociation qui joue en faveur de l'acheteur cette fois-ci, qui est donc au détriment des entreprises russes, qui subissent une décote de leur production, qui oscille suivant les périodes entre 15% et jusqu'à 25% par rapport au prix habituel. Donc cette décote, c'est évidemment un coût, en tout cas un coût d'opportunité pour les exportateurs russes. Et puis évidemment, vous avez l'allongement des parcours, l'augmentation de leurs coûts et l'augmentation des risques également, qui ne sont pas toujours supportés d'ailleurs par la Russie elle-même. Alors, sur la trajectoire économique de la Russie de 2022 à 2024, je voudrais juste m'attarder sur le rebond. J'ai encore combien de temps? 5 minutes? Ouais. Je voudrais juste m'attarder sur le rebond de 2023-2024 pour indiquer que, comme vous le voyez ici, une partie importante de ce rebond s'explique par la croissance des salaires réels euh, des, euh, des salariés actifs dans l'économie de la Russie. Vous voyez cette croissance qui est absolument remarquable et qui s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur, bah, c'est le fait que vous avez une demande nouvelle de la part de l'État. C'est ce que j'avais présenté tout à l'heure en disant que l'État peut stimuler, mobiliser l'économie. Et cette demande nouvelle, elle concerne les industries militaires et les industries qui fournissent les industries militaires. Donc ça tire la demande de compétences vers l'État. L'État est prêt à payer des salaires plus avantageux ou à subventionner les entreprises qui le font, qui sont des entreprises prioritaires. Donc vous avez une priorisation vers ce secteur-là, et ce secteur-là tire vers le haut les salaires des autres secteurs qui doivent essayer de maintenir leur attractivité pour la population active. Mais il y a un autre aspect qui est un aspect qui est plus lié à la décrue de la population active disponible. Évidemment, vous avez la population active masculine disponible qui chute fortement du fait de la mobilisation pour la guerre, du fait de l'émigration à l'étranger, mais surtout, vous avez une dynamique qui est très importante et qui est structurelle, qui est une dynamique démographique. Vous avez une chute de la population active dans son ensemble en Russie qui atteint des proportions tout à fait importantes. 5% en une petite dizaine d'années, c'est énorme. 3,5 millions de personnes en moins. Ça veut dire que vous pouvez détruire des emplois et le chômage baisse quand même. Donc, vous êtes dans une situation très particulière où les salariés ont un pouvoir de négociation vis-à-vis des employeurs qui leur permettent de voir leur niveau de rémunération augmenter. Donc, ces éléments cumulés eh bien, alimentent la croissance des salaires réels et
alors que l'inflation est très élevée, comme on l'a vu, les salaires augmentent encore plus vite que l'inflation, donc le pouvoir d'achat des ménages a augmenté, et ça, c'est un puissant facteur, puisque la consommation des ménages, c'est quand même en gros 60-65% du PIB. C'est un très puissant facteur de soutien de l'activité économique dans son ensemble. Vous avez une demande de biens d'équipement, d'investissement, qui est une demande évidemment très forte de la part des industries militaires, mais également de la part des industries qui sont sollicitées pour développer leur production pour l'industrie militaire, les équipementiers, etc. Et tout cela eh bien, s'ajoute à la croissance des salaires pour avoir une croissance économique qui a été de plus de 4%, qui a été tirée par la demande intérieure, la consommation finale des ménages, l'investissement des entreprises et les dépenses des administrations. Bon, je reviendrai peut-être plus tard s'il y a des questions sur ces sujets-là. Je voudrais peut-être terminer sur les effets de distorsion. Je pense que c'est quand même important de l'avoir en tête. C'est ce que j'indiquais en introduction. Vous avez, du fait de cette nouvelle orientation que prend l'industrie russe, très fortement tirée par l'État et en direction des productions militaires, vous avez en fait deux trajectoires. Vous avez la trajectoire des industries qui sont liées à la guerre, plus ou moins directement, mais quand même liées à la guerre. Et vous voyez que cette croissance est absolument remarquable, avec plus de 50% de gains en 5 ans. Et puis, si vous regardez ce qui se passe sur les autres industries, eh bien, vous n'avez pas du tout la même trajectoire. Vous avez des industries qui, au contraire, ont assez peu, ont stagné, en gros, entre 2022 et 2025, celles qui sont à l'écart de ce mouvement tiré par la demande de l'industrie militaire et de l'État pour l'industrie militaire. Et aujourd'hui, on voit qu'on est arrivé un petit peu au bout du modèle de cette espèce de keynésianisme militaire qui a, pendant 2 ans, maintenu l'économie à flot, notamment parce que finalement l'investissement est de moins en moins dynamique. Et s'il est de moins en moins dynamique, c'est aussi parce que la rentabilité du capital, la rentabilité des entreprises chute. On voit également que cette croissance des salaires et cette croissance des revenus a entraîné aussi un mouvement d'emballement, d'endettement chez les ménages qui aujourd'hui se retrouvent avec des niveaux de dette élevés. Face à ces deux phénomènes, la Banque centrale, qui a aussi l'objectif de réduire l'inflation, a mis les taux d'intérêt, a augmenté ses taux d'intérêt à des niveaux extrêmement élevés. Et ces niveaux ont commencé à baisser suite justement au ralentissement de l'inflation qui, au lieu d'atteindre les 10-11% comme fin 2024, est aujourd'hui aux alentours de 7-8%. Les taux d'intérêt réels restent au même niveau qu'avant. C'est-à-dire que la Banque centrale réduit ses taux d'intérêt directeurs, mais leur effet sur l'économie est le même que lorsqu'ils étaient à des niveaux extrêmement élevés. Et donc, l'activité économique dans son ensemble est touchée par cette réduction qui, en plus, se double d'un assèchement progressif, alors pas un assèchement complet, hein, mais d'un affaiblissement de la rente pétrolière, parce que les prix du pétrole auquel la Russie peut vendre son pétrole aujourd'hui chutent de façon assez constante. Et par exemple, de novembre 2025 par rapport à novembre 2024, on estime que la chute des recettes pétrolières de la Russie est de plus d'un tiers. Donc on a une chute mois à mois qui est importante. Alors c'est assez variable, donc il faut se méfier des variations mensuelles, mais c'est une indication. On voit aussi d'autres indications ponctuelles
tout à fait nouvelles, par exemple des destructions massives d'emplois de manière globale à l'automne 2025. On voit une hausse des prêts non performants, ce qu'on appelle des prêts qui n'ont pas été remboursés depuis plus de 3 mois sur absolument tous les secteurs de l'économie, PME, entreprises plus importantes. Et aujourd'hui, dans le débat économique académique, on voit émerger une discussion sur les risques d'une crise bancaire liée à la part des charges d'intérêt dans les revenus des entreprises et des ménages. On avait d'abord eu cette discussion sur les ménages. La Banque centrale a assuré qu'elle suivait ça de très près et que les indicateurs de défaillance étaient encore sous contrôle. Mais pour les entreprises, la discussion aujourd'hui se développe sur ce terrain-là aussi. Et comme vous le voyez, ça se traduit aussi par une baisse des perspectives économiques des entreprises russes. Donc la bande rouge, c'est le solde des opinions positives et négatives des directeurs d'achat des entreprises. Et vous voyez que depuis quelques mois, ce solde est aujourd'hui négatif. Donc les prévisions sont négatives. On a également des prévisions de déficit budgétaire qui sont toujours dépassées par la réalité de manière assez importante. On n'avait pas l'habitude en Russie d'avoir des écarts aussi importants entre ce qu'on prévoyait en termes de déficit budgétaire et ce que l'on observait. Et la nouveauté, c'est que contrairement à ce qui s'était passé en 2024, ce ne sont pas uniquement les dépenses additionnelles qui creusent le déficit budgétaire, mais c'est aussi les recettes insuffisantes, inférieures aux prévisions, qui creusent ce déficit. Par exemple, les recettes liées aux revenus pétroliers sur l'année, et cette fois-ci c'est sur l'année, ont chuté de plus de 20% par rapport à ce qui avait été prévu. Le service de la dette, alors la Russie est peu endettée, mais son service de la dette coûte relativement cher parce qu'elle s'endette à des taux d'intérêt relativement élevés. Donc on a une ligne de sécurité qui est plus basse en Russie que dans d'autres pays sur ce point-là. Et tous ces éléments-là ont conduit le gouvernement à s'orienter vers une politique fiscale plus dure, et en particulier avec des ponctions fiscales nouvelles, avec notamment une augmentation de la TVA, une augmentation de l'impôt sur le revenu, une augmentation de l'impôt sur les sociétés, une augmentation de l'assiette de l'impôt sur le revenu, donc toute une série de mesures qui sont évidemment de nature à freiner la demande intérieure. La politique monétaire reste restrictive, donc les taux d'intérêt réels restent élevés. Donc vous voyez que toutes ces mesures de politique conjoncturelle sont procycliques. En fait, elles ne sont pas contracycliques, elles ont plutôt tendance à conforter la dynamique de ralentissement que l'on a observé depuis 2025. Donc, peut-être pour terminer, ma conclusion, c'est que les effets de stimulation de la guerre en Ukraine semblent toucher leurs limites et leurs fins aujourd'hui. Ils ont duré pendant 18 mois, un peu plus, mais aujourd'hui, ils touchent à leurs limites. En particulier parce que les effets de distorsion et d'érosion, c'est-à-dire que vous avez aussi du capital qui a été surutilisé, se sont ajoutés de manière de plus en plus importante. C'est-à-dire un peu le troisième élément dont je parlais au début de mon introduction commence à mordre sur le premier. De nouveaux déséquilibres sont en train d'apparaître, qui sont des équilibres liés à la situation financière des acteurs économiques, les particuliers comme les entreprises. L'inflation n'est pas résorbée. Et on a un ralentissement économique qui est patent et qui n'a pas pour l'instant de contrepoids, ni interne ni externe, notamment parce que les prix internationaux des hydrocarbures ne sont pas orientés à la hausse. Mais dans cette situation-là, la Russie conserve des marges de manœuvre. Elle a une capacité à augmenter sa pression fiscale qui reste une pression fiscale faible en comparaison internationale. Elle a encore une capacité de mobilisation par coercition ou par stimulation. Elle bénéficie d'un soutien très appuyé de la Chine en matière d'approvisionnement comme en matière
de, de clientèle, même si ce soutien a un coût économique. Et donc, dans ce contexte-là, encore une fois, si la Russie s'est réorientée, si son économie s'est réorientée, elle ne montre pas de signe de s'être transformée au point auquel ses autorités déclarent qu'elle l'a fait. Je vous remercie. À vous les questions, si vous voulez bien. Et des questions à droite, à gauche. Ouais. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est en termes de capitaux. Qu'est-ce qui a permis cette économie de guerre, cette dépense accrue, ces stimuli-là? Est-ce que c'est un comportement intellectuel, une mobilisation d'épargne privée? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et le second, c'est sur cette distorsion dont vous parlez. Est-ce qu'on voit la reconfiguration de l'économie russe? Elle peut changer les perspectives géopolitiques du pays. C'est-à-dire, est-ce que ça peut forcer le gouvernement russe, celui-là ou un futur, à avoir une posture géopolitique, peut-être par une économie de guerre plus importante, des entreprises ou un point plus important. J'en appelle plus. D'accord. Je prends plusieurs questions peut-être. Oui, donc, tout à l'heure, vous avez parlé au début de l'introduction du brouillard des données, des statistiques. Et donc, tous les chiffres que vous avez donnés, du coup, on se demande voilà, comment est-ce que le PIB il est surévalué, est-ce que l'inflation elle est surévaluée, est-ce que, etc. Donc, ça, c'est une question. Et puis, alors, je n'ai pas compris pourquoi, alors que les ménages avaient une forte demande liée à l'augmentation des salaires, pourquoi ça a occasionné un endettement de leur part. Ils avaient plus de revenus. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils s'endettent? D'accord. J'ai des questions d'ordre un peu différent. Quelle est la place des oligarques dans l'économie de guerre? Quelle est la place de la corruption dans l'économie de guerre? Quel est le pouvoir d'achat des retraités, enfin des non-actifs? Et puis, dernier point, on paye très cher les morts. La famille en bénéficie. Oui. Quel est le poids que ça a sur l'économie? Une question encore Là, j'en ai déjà pas mal. Alors, ça Je vais déjà essayer de répondre à chacune d'entre elles. Peut-être commencer par inflation et produit intérieur brut, parce que je pense que c'est un des éléments de contexte, en fait, là. Et c'est important, parce que je n'ai pas tout à fait terminé le raisonnement que j'avais commencé sur le sujet. Pendant assez longtemps, j'ai été tout à fait persuadé qu'il y avait une forte surestimation du PIB du fait de la baisse, de la sous-estimation du taux d'inflation. Je n'étais pas le seul du tout. Hein. Il y avait pas mal d'économistes en Europe qui avaient le même avis. Je pense que ça a été le cas sans doute au début, mais que petit à petit, l'inflation mesurée et diffusée s'est rapprochée de l'inflation que l'on aurait pu voilà, mesurer s'il n'y avait pas eu de distorsion dans la manière de la diffuser. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans les premiers mois de la crise, vous avez vraiment eu une volonté du pouvoir de réduire l'accès à l'information et de contrôler l'accès à l'information clé, qui était liée à une très forte incertitude que le pouvoir lui-même avait sur la suite. La Banque centrale, par exemple, a émis dès le lendemain de l'attaque un avis à toutes les banques de Russie disant supprimez de tous vos sites internet accessibles de l'extérieur toutes les données financières que vous avez. Par contre, continuez à m'envoyer à moi, Banque centrale, vos données. Donc, c'est un exemple
mais qui montrent que le contrôle, la volonté de contrôle sur ces chiffres-là était très très forte au début. Passé ce moment un peu d'inquiétude, etc., on a vu qu'il y avait une forte capacité de rebond des acteurs économiques eux-mêmes, en fait. Et la volonté de contrôle sur ces chiffres-là, c'est sans doute un peu moins crispé, enfin, était sans doute un peu moins crispé qu'au début. Le deuxième point, c'est que malgré, enfin, malgré ce que les enquêtes auprès des ménages peuvent nous laisser penser, on a quand même vu dans une grande partie du territoire de la Russie une activité économique se poursuivre de manière, je dirais, non pas normale, mais de manière continue. S'il y avait vraiment eu une stagnation économique avec un taux d'inflation élevé, on aurait eu des dégâts beaucoup plus importants que cela et des mouvements beaucoup plus importants que cela de protestation auprès des autorités locales, etc. On a eu évidemment ce genre de réponse en disant le prix des œufs a augmenté, etc. Oui, quand vous regardez les enquêtes auprès des ménages, ils se plaignent quand même, encore aujourd'hui, de la forte augmentation de euh, tel ou tel poste spécifique de dépenses. Euh, et, euh, et pour eux, l'inflation est largement supérieure aux chiffres officiels. Mais c'est vrai dans d'autres pays du monde. Et donc, ce n'est pas forcément un indicateur unique. Et enfin, on n'a pas trouvé, personne n'a trouvé en Occident, personne n'a trouvé de preuve qu'il y avait une vraie distorsion de cet indicateur-là. On aurait pu imaginer que, par exemple, on voit qu'entre l'indice des prix à la consommation et d'autres indices, il y a des énormes écarts qui se créent. Ça n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas d'évidence que le taux d'inflation tel qu'il est mesuré aujourd'hui par la Banque centrale de Russie est significativement, par exemple, 40%, 30%, inférieur à ce à ce qu'il serait s'il n'y avait pas voilà, de retravail de ces données-là. Et ceci alors que ça pourrait, hein, parce que Rostat est une administration qui est complètement aux ordres du pouvoir. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'elle soit contrôlée. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'ai moins de certitude qu'avant sur le fait qu'on est dans une situation où en fait la croissance n'a pas été de 4%, mais elle a été de 0,5, etc. Je n'ai pas cette certitude-là. Ensuite, l'endettement des ménages, malgré la croissance des revenus, donc ça, c'est pas du tout contradictoire. Vous pouvez très bien avoir les deux ensemble. Vous pouvez très bien avoir une hausse des revenus et une augmentation insoutenable de l'endettement. Il suffit pour ça que les ménages aient des anticipations suffisamment positives sur la suite pour se lancer ou une politique bancaire suffisamment agressive auprès d'eux pour se lancer dans un emprunt immobilier ou un emprunt sur un bien durable, alors que les taux d'intérêt réels, comme je l'ai dit, sont très très élevés. Ce qui les empêche de voir qu'ils vont se mettre en difficulté en le faisant. Donc, ils ont des revenus qui augmentent, ils s'endettent, la charge d'endettement est très lourde pour eux, ils se retrouvent en difficulté, ce n'est pas du tout contradictoire. C'est ce qu'on a observé. Euh, Ensuite, toujours sur les ménages et les retraites, j'ai quelques données sur les ménages que je pourrais partager avec vous après. Euh, En fait, ce qu'on a observé, c'est que les familles qui ont été et les régions qui ont été les plus touchées par la mobilisation sont les régions les plus pauvres. C'est là où l'écart entre le niveau de revenu et la solde qui était proposée, parce qu'il n'y a pas que les indemnités de blessure ou de décès, hein, il y a aussi la solde. La solde de développement était 12 à 15 à 20 fois le revenu de la personne dans son activité initiale. Et ça a eu un effet lorsque voilà, on multiplie ça par le nombre de personnes qui a été mobilisé avec la rotation de 30 à 40 000
personnes par mois qu'il faut réaliser, eh bien, ça a des effets tout à fait importants sur certaines régions, à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Ça, on a beaucoup moins sur les villes, où les jeunes ont davantage eu la possibilité de se soustraire d'une manière ou d'une autre à la mobilisation. Mais ça en a eu beaucoup dans la réduction des inégalités à l'échelle régionale. Et dans ce cas-là, quand vous avez des augmentations de revenus pour une population dont le niveau de revenu est faible, ben vous avez un effet sur la consommation qui est immédiat et qui est extrêmement fort. Et donc, vous avez un effet de demande qui est tout à fait important et de stimulation de l'activité économique qui est tout à fait important, qui se traduit par des importations, hein, souvent. Ça ne se traduit pas nécessairement par l'augmentation de la production. Mais en tout cas, la demande est importante. Pour les retraites, il y a un soin tout à fait particulier qui est apporté dans le budget à maintenir le pouvoir d'achat des retraites. Il n'y a pas la même chose en termes d'augmentation du pouvoir d'achat que ce qu'on a pu observer pour tout ce qui est. Mais voilà, il n'y a pas de perte nette de pouvoir d'achat. Il faudrait regarder dans le détail parce que, bien sûr, c'est souvent d'ailleurs les personnes retraitées qui se plaignent le plus de l'inflation. Donc, il y a quand même des perdants dans cette histoire. Je vais vous donner juste un chiffre qui montre que quand ils sont, ça c'est des enquêtes mensuelles de la Banque centrale de Russie, ils sont quand même entre 1,5 et 2 fois plus nombreux à dire que cette année leur situation économique s'est détériorée que le contraire. Vous avez une grosse moitié de la population qui dit que la situation est stable pour eux. Et vous en avez en gros 26% qui disent que la situation s'est plutôt détériorée dans l'année, et puis plutôt 12-15% qui disent qu'elle s'est améliorée. Et la majorité qui dit que ça n'a pas bougé. Ce qui est frappant, et ce qui aussi montre que les questions d'inflation ne sont pas non plus des problèmes majeurs, fondamentaux, qui déstabilisent la société, c'est la stabilité des réponses mois par mois de la part des personnes. Alors bien sûr, vous avez cet effet de biais de sélection dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on a quand même des indications qui sont là, étonnantes. On n'a pas l'image, par ces enquêtes, on n'a pas l'image d'une société qui est en train de se décomposer, de se déliter. Alors, la place des oligarques et de la corruption, bien. On est dans une économie qui a été complètement mise sous tutelle par l'oligarchie. C'est-à-dire que l'oligarque en chef, c'est Vladimir Poutine. Il s'est construit comme tel, c'est un homme d'État, mais c'est aussi un oligarque. Il peut être les deux à la fois. C'est un petit peu comme si Pablo Escobar était parvenu au pouvoir avec des armes nucléaires. Donc, on est dans cette situation-là avec des processus d'allégeance qui relèvent de la féodalité. Et donc, on a, c'est ce que je disais tout à l'heure avec mon petit schéma, on a des relations de disgrâce ou, au contraire, de maintien au pouvoir et de récompense qui sont classiques dans ce cas-là et que l'on trouve à l'œuvre chez les militaires, chez les politiques, chez les hommes d'affaires, etc. Mais bien sûr, le militaire, le politique et l'homme d'affaires sont parfois la même personne. Et la corruption est extrêmement importante dans le domaine militaire. La corruption et l'absence de contrôle sur les deniers publics aussi, c'est cette question-là. En 2015-2016, il a fallu régler des dettes accumuler des dettes non remboursées, des mauvaises dettes, non remboursées au système bancaire, par des entreprises du complexe militaire industriel à qui le système bancaire avait accordé trop d'adresse et qui se retrouvaient surendettés. C'est la Vneshdekonom Bank, la banque de développement entre guillemets russe, qui s'est chargée de faire cet apurement en 2016. Et rien que sur l'année 2016, ça a coûté 1% pour des intérêts. Alors, la Vneshdekonom Bank avait suffisamment de fonds pour absorber cela. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, où les chiffres ne sont évidemment pas disponibles, on peut imaginer que cet ordre de grandeur-là est au moins atteint, si ce n'est largement dépassé,
en termes de la manière dont on gère les fonds. À tel point que c'est un économiste et un fiscaliste qui a été appelé pour gérer le ministère de la Défense parce qu'il y avait une corruption qui était trop évidente dans ce domaine-là. Donc oui, la corruption pose un problème. Oui, la corruption va entraîner sans doute des surcoûts tout à fait importants pour le budget de l'État, a déjà commencé à le faire, et peut poser des difficultés de financement. Alors, pour revenir à vos deux questions, comment l'économie de guerre peut-elle se financer? Alors, c'est une économie en guerre, hein, c'est pas une économie de guerre. On estime aujourd'hui que les dépenses militaires et assimilées représentent un peu plus de 7% du produit intérieur brut. Donc, ce n'est pas 30%. Hein. En fait, c'est 40 à 50% du budget. Mais vous avez aussi et là, c'est des spéculations. Hein. Le reste, l'estimation qui est faite aujourd'hui, c'est ça. Peut-être qu'on se trompe dans cette estimation. Hein. Mais le reste, c'est de la spéculation. Le reste, c'est de l'interprétation. On essaie de travailler. Alors, vous avez des articles qui sortent très, très fouillés de chercheurs qui considèrent qu'effectivement, vous avez toute une part qui a été mise à l'extérieur du budget, qui consiste en fait en un subventionnement de prêts au complexe militaire industriel, qui n'est pas budgété dans les dépenses budgétaires et qui en fait a déclenché une accumulation, elle aussi, de dettes qui mettrait le système bancaire en péril, lui aussi. Bon, je n'ai pas de moyen de savoir à quel point c'est véritablement sérieux ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça existe. Maintenant, est-ce que ça représente 3-4% du PIB ou est-ce que ça représente davantage? C'est ça la question. Parce que les marges de manœuvre, elles sont de cet ordre-là. Chaque mois, vous avez 5% du PIB qui arrive en provenance des recettes pétrolières. L'excédent, juste l'excédent, entre les importations et l'exportation. Vous avez 5% du PIB, 5% du PIB chaque mois. Donc, c'est une marge de manœuvre permanente qui peut faire face à des problèmes de déplétion de stock, etc. Et en fait, ça, c'est un point qui est très important pour le financement de l'État, qui peut trouver d'autres sources, bien sûr. Une partie des sources qu'il a trouvées en 2023 et 2024, ça a été de ponctionner sur une épargne antérieure qui avait été faite dans un fonds qui s'appelle le Fonds national de bien-être. Et ce Fonds national de bien-être qui représentait jusqu'à une dizaine de pourcents du PIB, voire même davantage, aujourd'hui continue d'être relativement important, mais une grosse partie de ce fonds est en fait un fonds qui a été investi déjà dans des actifs qui ne sont pas liquides et donc qui ne pourraient pas être mobilisés. Et la partie liquide est estimée aujourd'hui à une 50aine de milliards de dollars, ce qui reste confortable, mais qui peut très vite être absorbé en cas de crise bancaire, par exemple, qui nécessiterait. Donc, en cas de crise bancaire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer simplement que la Banque centrale interviendrait et créerait massivement de la monnaie pour absorber cette crise, ce qui diffuserait sur l'ensemble de l'économie les effets inflationnistes et aurait un effet qui ne serait pas un effet nécessairement complètement non absorbable par l'économie de la Russie. Donc, et l'épargne des ménages aussi, comme vous l'avez indiqué, il y a eu plusieurs emprunts qui ont été réalisés en roubles. Et il y a un emprunt en yuan qui vient d'être lancé il y a quelques jours par la Russie, qui montre aussi que l'économie russe tend à se yuaniser d'une certaine manière, hein, puisque là, c'est jusqu'à l'État qui va s'endetter dans la monnaie chinoise. Pour se dédollariser, eh bien, on tombe davantage dans une économie à forte dépendance vis-à-vis du yuan. Et la question de savoir si ce que l'on observe dans la reconfiguration structurelle de l'économie de la Russie est irréversible ou pas, c'est une question que se posent les Russes eux-mêmes. Et leur scénario est de dire, enfin en tout cas ceux que j'ai lus, c'est de dire que si la guerre s'arrête du jour au lendemain, bien sûr tous les déséquilibres pourront être plus facilement résorbés puisqu'ils ne seront pas réalimentés, mais en même temps tous les stimuli qui ont maintenu cette économie à flot vont être arrêtés.
et que la seule solution pour éviter une crise économique, cette fois-ci de déflation, en fait, de chute de la production, c'est d'investir massivement. C'est de transférer l'investissement vers le secteur civil. Mais ce qu'on a observé dans les 15 dernières années, ou même davantage, c'est que le taux d'investissement en Russie, hors secteur militaire, a toujours été insuffisant par rapport non seulement aux besoins de modernisation, mais même à servir de moteur de l'activité économique. Et c'est une économie qui a été tirée davantage par la consommation des ménages que par l'investissement. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que cet investissement vers le civil soit suffisant pour faire face à la fin d'une économie en guerre? Moi, je ne le crois pas personnellement, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, bien sûr. Une dernière question, peut-être. Oui, on a compris que finalement la Russie avait besoin de la guerre. Mais votre conclusion, c'est quand même que son économie s'essouffle. Alors, à votre avis, pendant combien de temps la Russie peut-elle encore continuer de faire la guerre ou l'accentuer, puisqu'on pense la menace? Est-ce qu'elle peut l'accentuer encore? La deuxième question que je vous posais, elle est plus pratique. Est-ce que vous pensez que les sanctions, en définitive, surtout si elles sont augmentées, peuvent avoir un impact sur la Russie, réel ou non? Autrement dit, est-ce que l'Europe peut espérer affaiblir la Russie avec les sanctions? Une autre question. La guerre entraîne des centaines de milliers de Russes sur le front. Donc, au niveau économique, vu que la démographie de la Russie n'est pas très forte quand même, est-ce qu'il y a mis en place des mesures pour faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, à une migration étrangère, et comment ça se passe? Pour compenser, pour maintenir un certain niveau économique. Ok, donc peut-être je vais commencer par la question sur la migration, puis je terminerai sur la question boule de cristal. Sur la question des migrations, en fait, la Russie a toujours été un pays d'immigration, en même temps qu'un pays d'émigration, et d'immigration en particulier de pays en provenance d'Asie centrale ou du Caucase, essentiellement. Un petit peu de Moldavie, mais assez peu. C'est surtout de ces régions-là que viennent les migrants. Alors, les migrants qui travaillent sont en général des migrants très temporaires, parfois même moins d'un an, donc ils ne sont pas forcément inclus dans les statistiques de l'ONU sur la migration, etc. Leur poids dans l'économie est un poids qui est un poids sectoriel, c'est-à-dire qu'on les trouve dans certains secteurs et pas dans d'autres. Autrement dit, le fait d'avoir une partie de la population qui quitte le territoire, une population russe qui quitte le territoire et qui devient significative par rapport à la population active totale, ne peut pas être compensé par ce type de migration complètement. C'est la première chose, parce que vous aurez de toute façon des problèmes de qualification, des problèmes sectoriels qui se poseront. Et d'ailleurs, il y a eu, au début de 2022 et début 2023, il y a eu des flux migratoires entrants aussi, mais ils n'ont pas empêché la hausse des salaires que j'ai montré tout à l'heure. Et cette hausse des salaires, elle montre bien qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi, avec un taux de chômage général, national, qui est de 2%. Autrement dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre. En plus, sur ce fond-là, un fond plus structurel, vous avez des questions type conjoncturelles, et vous avez eu récemment un durcissement très fort de la politique migratoire vis-à-vis justement de ces pays-là, de la part du pouvoir russe, notamment suite à l'attaque terroriste du Crocus, qui a été perpétrée justement par des gens qui se réclamaient de pays d'Asie centrale, dans lesquels l'influence des pays d'Asie centrale était présente. Donc, pour, d'une certaine manière, faire face politiquement à voilà, un risque que l'opinion publique l'accuse de laxisme migratoire,
Vladimir Poutine a imposé une restriction très forte à ces flux migratoires. Donc pour l'instant, la politique migratoire de la Russie est contre-productive. Elle ne permet pas du tout de résoudre les problèmes structurels de pénurie de main-d'œuvre que l'on a. Et donc, elle ajoute simplement aux difficultés de recrutement des entreprises. Et l'une des voies que les économistes russes imaginent, c'est celle de la robotisation accrue des entreprises. Mais on est très très loin des taux de robotisation qu'on peut trouver dans les pays qui sont avancés dans ce domaine-là. Alors, la deuxième question, c'était combien de temps? Combien de temps la Russie peut tenir? Encore une fois, je pense que si les prix internationaux du pétrole, qui ne sont ni dans les mains des Européens, ni dans les mains des Russes, ni dans les mains des Américains, restent à des niveaux supérieurs à 50-60 dollars de baril de manière durable, le niveau auquel la Russie est parvenue aujourd'hui pourra être affaibli légèrement parce qu'il peut y avoir une crise à gérer en interne liée à l'érosion dont je parlais tout à l'heure, qui peut venir de plusieurs domaines différents, comme je l'ai montré, mais il n'y aura pas de crise systémique générale. Il n'y aura pas un effondrement. Une économie de 143 millions de personnes ne s'effondre pas comme ça. Donc tant que cet apport extérieur est maintenu, qu'il soit en yuan, qu'il soit en rouble, qu'il soit en dollars ou en euros, au niveau auquel il est aujourd'hui, l'économie russe peut continuer en mode dégradé. Elle peut continuer en mode dégradé. Et donc, la question, c'est comment arriver à réduire cette... les Européens, par eux-mêmes, sont bien en peine de le faire tout seuls, puisqu'ils ne pèsent pas suffisamment lourd dans la demande mondiale de pétrole ou dans les relations diplomatiques qu'ils peuvent nouer avec les uns ou les autres, pour emporter avec eux une masse critique d'acteurs, qui soient offreurs ou acheteurs, pour modifier l'équilibre actuel. Et donc, les sanctions peuvent jouer un rôle, et je l'ai dit, elles jouent un rôle. Elles affaiblissent quand même les capacités de financement de la Russie. Elles les affaiblissent, mais elles ne les affaiblissent pas suffisamment. Et si, par ailleurs, ni la Chine ni les États-Unis ne jouent de rôle apaisant vis-à-vis de la Russie, ben, l'Union européenne ne suffira pas à elle toute seule pour mettre un terme à cette guerre du point de vue économique. Du point de vue économique, elle ne sera pas en mesure de peser suffisamment sur les prix internationaux du pétrole pour qu'on arrive à ce que Vladimir Poutine se dise le coût de cette guerre est trop élevé pour moi. Donc il peut y avoir d'autres facteurs extérieurs qui peuvent venir perturber ce que je viens de dire. Mais si on garde les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, sans facteurs extérieurs, l'Europe elle-même n'a pas les moyens d'infliger à la Russie des pertes économiques suffisantes pour que, compte tenu de sa manière d'envisager la guerre, Vladimir Poutine l'arrête avant d'avoir atteint tous ses objectifs. Est-ce qu'on peut penser que ceux qui tiennent les prix du pétrole ont la clé? En fait, c'est une histoire de balance entre l'offre et la demande. Et même l'Arabie Saoudite, alors, si vous avez une stagnation de la demande et l'Arabie Saoudite qui tout d'un coup décide de surdévelopper ses capacités de production et de les utiliser à plein, oui, là, il va y avoir un effet sur les prix internationaux du pétrole. Là, il y aura un effet. Il sera peut-être suffisant, peut-être pas, ça dépend un petit peu de la manière dont la décision est prise. Une autre hypothèse serait un très fort ralentissement chinois. Parce que la Chine a ses propres difficultés économiques et elle est l'un des pays qui concourt le plus à maintenir la demande globale de pétrole à l'échelle mondiale. Donc, sans forcément le vouloir, la Chine pourrait, par sa dynamique économique interne, se retirer d'une certaine manière de cette position de soutien au prix que sa croissance a eue pendant une trentaine d'années. Voilà. Donc, la combinaison de tous ces facteurs peut entraîner une chute brutale des prix, parce que ces
ces produits sont fortement financiarisés, donc ils sont très volatiles. Ouais. Mais il ne suffirait pas que les prix chutent. Il faudrait qu'ils restent bas suffisamment longtemps. Parce qu'à ce moment-là, l'érosion de la Russie s'accélérerait, de l'économie russe s'accélérerait de manière très très rapide. Il n'y aurait pas de frein à ça. Il n'y aurait plus aucun frein à ça. Encore une fois, tant qu'on a ces 5% du PIB par an qui arrivent, et donc tous les mois, on a tout à fait en Russie de quoi gérer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas très réjouissant. On aimerait faire du wishful thinking. Merci Julien. Je voulais vous rappeler que vous allez pouvoir applaudir, mais je voulais vous rappeler qu'on a un petit pause si certains veulent rester pour discuter ensuite. Que c'est bienvenu. Merci Julien, en tout cas.